Bonjour tout le monde. Bonjour les gens en visioconférence. On va débuter la conférence midi. Donc, bonjour et bienvenue à notre avant-dernière conférence midi de notre programmation 2015-2016. La conférence a pour titre un exemple de partenariat chercheurs-décideurs pour l'évaluation d'un projet pilote de formation à la supervision d'étudiants en santé et services sociaux de la région de la Capitale-Nationale. Je vous présente les deux conférenciers de ce midi. Premièrement, Mme Joyce Dogba. Elle est jeune professeure et chercheure au département de médecine familiale et de médecine d'urgence et au vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu de la faculté de médecine de l'Université Laval. Pour les gens qui sont en visioconférence, je vous demanderai s'il vous plaît de fermer vos micros pour ne pas interférer avec la conférence. Merci. Elle est membre associée au Centre de recherche du CHU de Québec et au Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval. Médecin de formation, économiste de la santé et détient un PhD en santé publique avec option en organisation des services de santé de l'Université de Montréal. Elle a complété un stage postdoctoral à l'Université McGill. Ses sujets de recherche portent entre autres sur l'évaluation des formations interprofessionnelles, les partenariats de recherche avec les patients et les citoyens et l'analyse des modèles organisationnels d'engagement des patients. Elle possède une expertise dans l'utilisation des méthodologies mixtes, quantitatives et qualitatives, et dans l'engagement des groupes de patients vulnérables et les maladies rares. Maintenant, je vais vous présenter Pierre Grommer. Il est professionnel de recherche au CIUS de la Capitale-Nationale depuis 2009. Il a suivi une double formation en sociologie et en communication au deuxième cycle. Il concentre ses intérêts de recherche dans le champ de la santé mentale et les problèmes concomitants aux problèmes de santé mentale, toxicomanie, désaffiliation sociale, judiciarisation, pauvreté, etc., en contexte de services de première ligne. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle des consignes pour faciliter l'expérience de la visioconférence. Comme je l'ai mentionné, pour les 7 participants, vous devez vous assurer que vos micros sont fermés et que votre son est ouvert. Pour notre part, nous vous informons que nos micros sont ouverts, mais que notre son sera fermé. Donc, nous ne serons pas en mesure de vous entendre. Je vous laisse la parole. Okay, merci. C'est un plaisir de présenter ce projet que nous avons entamé depuis 2015, si ma mémoire est bonne. Et donc, il s'intitule « Un exemple de partenariat avec chercheurs décideurs pour l'évaluation d'un projet pilote de formation à la supervision d'étudiants en santé et services sociaux de la région de la Capitale-Nationale », qui est en fait le projet ProForce, donc projet de développement d'un programme de formation à la supervision d'étudiants. Juste dans le cadre de cette présentation, je voudrais préciser, et ça c'est pour éviter des confusions, qu'à chaque fois que nous parlerons de partenariat, ça va être pour faire référence à la collaboration qu'il y a eu entre l'équipe de chercheurs et l'équipe de décideurs, je veux dire les gestionnaires et autres, pour mettre en place ce projet. Et quand je parlais de collaboration interinstitutionnelle ou interorganisationnelle, ça va être pour parler de la façon dont les facultés, le système de santé a collaboré pour développer le projet. Ça, c'est très important pour faire la différence. Et aussi, parfois, je vais parler d'évaluation qui, malgré les différentes définitions ou approches ou postures épistémologiques qu'on a, quand je vais parler d'évaluation, ça va être plus dans la perspective de gestionnaire, c'est-à-dire de porter un jugement sur l'intervention. Et quand je vais parler de recherche évaluative, ça va être plus pour mettre en relation différents paramètres pour comprendre. Donc, c'est important pour situer ça. Et donc, je tiens d'emblée à remercier l'équipe qui était derrière ce projet.
Donc, comme vous le voyez, c'est un partenariat chercheurs-décideurs. Les deux dernières personnes, les trois dernières, ok. Geneviève Perry, Francine Blackburn, en ce moment, donc, c'était les deux qui représentaient le pôle gestionnaire de ce projet. Kathleen le chasseur, moi-même et Pierre, le pôle recherche, puis Karine Dubois était la professionnelle en pédagogie. Donc, c'est vraiment toute cette équipe qui a travaillé sur le projet. Quand je parle du projet, c'est le partenariat de recherche. Okay? Il y a d'autres personnes qui sont dans la salle, qui sont impliquées dans le projet Proforce, là, mais le partenariat chercheurs-décideurs concerne cette équipe que je tiens à remercier. Pourquoi cette présentation? D'abord, c'est pour rapidement parler du projet Proforce, parce que chaque fois qu'on parle d'un projet, il faut que vous le connaissiez. Ensuite, c'est pour présenter les résultats préliminaires d'une recherche évaluative, donc définition qu'on a donnée au début, de ce projet. Nous aimerons partager les leçons apprises lors de la mise en place de ce partenariat, parce que j'imagine qu'avec les changements dans le système, il y aura beaucoup de ça, et aussi sensibiliser aux défis d'un tel partenariat, parce que ça s'est fait avec beaucoup de défis. Donc, on va se partager, Pierre et moi, les présentations. Donc, je vais tout de suite te donner la parole pour le contexte. Écoutez, pour le plan de la présentation, tout d'abord, en fait, il faut replonger, on va dire, dans les principales étapes qui ont été mises en place pour développer le projet Proforce. Donc, il y a eu une réflexion qui a été menée entre l'établissement qui était à l'époque le Vieille Capitale et les facultés, départements et écoles à l'Université Laval finalement, qui était faculté de médecine, qui était l'école de service social. Enfin, je vais les citer ensuite. Oui, je vais passer directement excusez-moi, je pense que... Oui, est-ce que je suis allé un peu trop rapidement? Donc, pour l'historique, excusez-moi. En 2011, donc, le Forum des DG décide, par l'intermédiaire du CRE, le comité régional de l'enseignement, c'est ça, du réseau de la santé et services sociaux de la qualité nationale, d'identifier finalement et de mettre en place des stratégies qui soutiennent la qualité de la formation et de la relève dans la région. Un levier qui est identifié finalement, c'est de participer au développement de compétences à la supervision d'étudiants pour être en mesure de soutenir les cliniciens superviseurs qui sont sur le terrain pour qu'ils soient en mesure d'accueillir, j'allais dire le plus proprement ou pas proprement, mais le plus judicieusement possible les jeunes cliniciens ou les étudiants qui viennent prendre finalement place sur le terrain. En 2014, donc, le CRE et les représentants du vice-rectorat aux études et aux activités internationales donc, rencontrent les responsables des stages et commencent à réfléchir à comment ce projet-là, enfin, quelle forme ce projet-là va prendre. Et ensuite, finalement, un exercice de convenance est fait pour réussir à faire en sorte de faire fonctionner ou de, j'allais dire, faire collaborer deux milieux qui a l'habitude de fonctionner, mais habituellement sur des tables décisionnelles beaucoup plus hautes, on va dire, sur le plan stratégique. La situation problématique qui est relevée, c'est finalement une variabilité dans l'offre de supervision, dans l'offre de formation à la supervision des cliniciens. Une variabilité qui dépend effectivement des différents acteurs du milieu, que ce soit des facultés, des départements, aussi des écoles, mais aussi au sein des établissements de santé, en l'occurrence la Vieille Capitale. Donc une offre de formation d'une discipline à l'autre qui change, on va dire. Donc c'est l'idée de faire en sorte que ces différentes disciplines puissent s'uniformiser, en tout cas, dans leur offre de formation à la supervision. Des conditions gagnantes en fait sont relevées. Donc les connaissances des programmes de formation par les différents acteurs qui travaillent déjà depuis longtemps dans ces domaines-là, qui appartiennent donc à ces différents acteurs, comme je vous l'ai dit, facultés, écoles et départements. Ensuite, finalement, de trouver aussi des objectifs qui sont communs. Et c'est ça aussi la difficulté dans ce genre de situation de collaboration, c'est de réussir à s'entendre sur qu'est-ce qui est important sur nous, sur quoi nous devons travailler pour réussir à mettre en place ce type de projet-là, de projet de partenariat. Okay. Ensuite, un accès à la formation de base qui soit un accès pour tous. Alors, en l'occurrence, puisque là, le programme de formation pour l'instant est contingenté aux acteurs qui sont présents dans le projet pour l'instant. Donc, c'est de faire en sorte que cette formation soit accessible à tout le monde. Alors, tout le monde, évidemment, c'est à tous les superviseurs ou à tous les futurs superviseurs qui seront intéressés par ce projet-là. Donc, voilà. Et puis, donc, je vais vous parler des 4 étapes qui ont mené, donc, qui ont eu lieu dans ce projet.
Ce qui s'est passé en premier, c'est qu'il y a une structure de projet, qui comprend 3 grandes instances, un comité de direction intersectorielle, une équipe de projet et une équipe de production. À l'étape 2, il y a une élaboration de programmes de formation. En tout cas, l'étape 2 visait à élaborer un programme de formation de base à la supervision d'étudiants avec plusieurs étapes. Donc, d'abord, une analyse des besoins, l'élaboration d'un référentiel de compétences, et identification des thèmes de la formation. À une 3e étape, il devait avoir un projet pilote, donc préparer la formation initiale et déployer le projet pilote. Et à la 4e étape, une démarche évaluative. Alors, parlant de partenariat chercheurs-décideurs, à cette étape, oui, il y a des chercheurs qui activent, soit par leur intérêt au sujet, sont dans cette équipe, mais en ce moment, le partenariat n'était pas encore en place parce que la structure de projet, comme le montre cette diapo, vous voyez, donc j'avais parlé de comité intersectoriel. Les membres sont là, la diapo est un peu petite, mais il y a les représentants de l'agent de la santé et des services sociaux de la capitale nationale, représentants du comité régional de l'enseignement, le vice-rectorat aux études et aux activités internationales, et la direction du C3S, les doyens des facultés, le comité direction du RUS, le forum des DG et le comité régional de l'enseignement. Il y a une équipe de projet et il y avait une équipe de production. Donc c'était la structure au début et chacun avait des rôles différents, le rôle opérationnel étant au niveau de l'équipe de production. Donc pour l'élaboration finalement du programme de formation de base, il s'agissait donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était important que effectivement les diagnostics, pas les diagnostics, mais en tout cas les évaluations qui soient faites sur les besoins soient en cohérence entre les différents acteurs. En l'occurrence aussi, c'était de faire ressortir quelles pouvaient être les compétences initiales que tout superviseur devait avoir développées pour être en mesure de pouvoir justement réaliser cette tâche-là. Donc il y a eu un travail de concert qui a été fait auprès de l'équipe de projet, excusez-moi. Sur le choix et la validation du cadre conceptuel et théorique, sur l'élaboration d'un référentiel de compétences, sur les rôles et responsabilités d'un superviseur face à un clinicien, jusqu'où va sa responsabilité en lien avec l'enseignement aux jeunes cliniciens. Et enfin, la définition de ce qu'on pourrait appeler le superviseur expert ou champion, c'est-à-dire à quoi doit ressembler finalement le kingpin de la supervision. Ensuite, il y avait aussi un choix de définition. Alors là, il y a eu une déclinaison des différents groupes de travail. On va le revenir un petit peu ensuite, on en parle dans la recherche évaluative. Finalement, il y avait des comités pléniers où il y avait des discussions et en même temps, il y avait des sous-groupes de travail dans lesquels il y avait des thématiques précises qui étaient travaillées pour ne pas justement éparpiller les rencontres en différentes réflexions. Donc, des choix de définition donc, en lien avec les référentiels, les compétences, la supervision elle-même, la définition de ce que c'est un étudiant versus ce que c'est un stagiaire, et enfin les exigences et préalables de la supervision. Donc, une mise à niveau des connaissances dans les différents domaines, ça c'était aussi quelque chose qui était en lien avec l'attitude finalement, ou la méthode de travail de la chargée de projet, qui au démarrage du projet a pris le soin de faire en sorte que tout le monde parte du même niveau de connaissance ou du même niveau de compétence, pour qu'il n'y ait pas, j'allais dire, de déséquilibre entre les différents participants au projet, pour que tout le monde puisse parler, j'allais dire, avec le même niveau de connaissance. Donc, il y a eu ce parti pris-là, et ensuite, de faire travailler finalement les différentes personnes au thème de formation, c'est-à-dire à l'élaboration de la formation initiale, aux balises pour la formation continue, parce qu'effectivement, il y a un programme de formation de base, mais aussi continue, et ensuite de la mise en place du projet pilote à la suite du référentiel. Donc, la préparation du projet, il y a un choix donc, de format de la présentation. Il y a eu aussi des modalités de recrutement des premiers étudiants qui ont été réfléchies et une date de début qui s'est faite, c'était en janvier, si je me souviens. Donc là, moi, je vais revenir à la démarche évaluative. Je pense que la description du projet était importante pour qu'on sache ce que nous, on est venu faire, ce que l'équipe de recherche est venue faire. Donc, tout ça, c'était les étapes pour la structure du projet. Donc la démarche évaluative, telle que mentionnée au départ, va comporter 2 parties. L'évaluation de programme
Donc, on parle de jugement, mais sanction, puis la recherche évaluative, mieux comprendre pour généraliser après. Donc, la démarche évaluative, la composante évaluation était inscrite dans, comme on l'a dit, dans l'ADN du projet. Dans l'ADN du projet, c'était inscrit qu'il fallait qu'il y ait une évaluation de programme, okay, de projet. C'est une obligation. Mais cette démarche évaluative a été favorisée par la compétence en évaluation de la chargée du projet en ce moment, je nomme Karine Dubois. Donc ça a quand même permis de donner une autre vision à la simple évaluation de projet. Et donc, avec ces compétences, on a réfléchi comment pouvait se faire une démarche évaluative qui soit plus intéressante. Et là, il y a eu un besoin, non seulement qu'il y ait rigueur et méthodologie qui accompagne cette évaluation, mais au lieu de se limiter à une évaluation avec des indicateurs, qu'on aille mettre en relation, donc je parle de recherche évaluative, des variables, particulièrement mettre en relation le contexte dans lequel se développe ce projet et les résultats qu'on a. Pourquoi comprendre ça? Parce que c'est la seule approche qui peut permettre de généraliser les acquis de ce projet à un autre contexte. Okay? Donc c'est ça, c'est en ce moment le besoin d'un autre évaluateur ayant été identifié que nous, donc que moi je suis rentrée en jeu compte tenu de mes intérêts pour la recherche évaluative. Et la conséquence immédiate qu'il y a eu sur la structure de projet, c'est qu'initialement, je vous avais présenté 3 bulles, puis après, là, on peut l'appeler soit un kyste ou un appendice qui vient se greffer là-dessus. Mais c'est fondamental de savoir que le partenariat chercheur-gestionnaire, ça peut modifier les structures. On va après voir les conséquences qu'il y a eu, mais c'est fondamental. Jean Mazia sourit quand j'ai dit kyste, par le bon mot. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 bras, l'évaluation de programme et la recherche évaluative ont en commun, j'avais mis ça en commun, mais après j'ai séparé, ont en commun la construction d'un modèle logique. En gros, un modèle logique, c'est quoi la logique de notre intervention? Puis qu'est-ce qui la justifie? On va vous le montrer après. Et par contre, là où, et puis les méthodes peuvent être les mêmes, les indicateurs ça varie, mais ce qui fait la grosse différence, et ce qui est en mauve puis en jaune, c'est que les questions auxquelles s'adresse l'une ou l'autre des approches sont fondamentalement différentes. C'est-à-dire, la recherche évaluative va, et puis ça, la recherche évaluative, il y a encore toute une théorie derrière, il y a l'analyse logique, l'analyse de l'implantation, il y a toute une théorie derrière qu'on ne va pas aborder, mais ce qu'on veut savoir, c'est qu'on met en relation toujours des variables et des résultats. Okay? On cherche plus à comprendre. Okay? Et donc, ce projet dont nous parlons, dans le cadre de cette conférence qui a été financée par le CERSPUL, c'est la recherche évaluative. Je ne parlerai pas du projet en soi, je suis un peu déconnectée à un moment aussi. Puis ça, on va en parler dans les défis et les leçons apprises. Donc, comme je le disais tantôt, l'évaluation de programme était bien inscrite donc, dans l'ADN de ce projet. Okay? Et donc, l'élaboration du modèle logique, première étape de évaluation ou recherche évaluative. Et ça, c'est l'apport que ce partenariat chercheur-gestionnaire, c'est l'apport que le partenariat apporte, en tout cas c'est l'apologie. C'est que nous avons un modèle logique que nous avons élaboré en équipe. Donc, il y a eu plusieurs séances d'information et de formation qui ont mené à la co-construction du modèle logique. Et je vais te laisser avancer, s'il te plaît. Comme j'avais dit, le modèle logique, première étape, nous avons identifié les problèmes. Donc, il y a des gens dans la salle qui ont été à ces rencontres. Ça n'a pas été facile. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression que le problème, on l'a identifié, mais rien que identifier le problème auquel la mise en place d'un programme de formation va répondre. Ça nous a pris une séance de minimum 3 heures. Donc, ça, c'est important de savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à un consensus qui dit que les 2 problèmes majeurs, c'est le manque de cohérence de l'offre de formation à la supervision actuellement et aussi le manque de cohérence de l'offre de soutien aux superviseurs. Donc il y a d'autres problèmes, mais on a convenu de mettre les 2 dans les problèmes auxquels la mise en place d'une telle formation va répondre. Ensuite, le modèle logique, les intrants, répond à qu'est-ce qu'on investit en gros dans ce projet. Donc, on les sépare en 2. C'est qui les acteurs et c'est quoi les ressources.
Donc, comme vous le voyez, les acteurs, on les avait cités avant. Je vais juste mentionner les établissements, le 6, parce que c'était avant la fusion, l'Université Laval, avec les 11 facultés, écoles, départements. Puis les ressources investies, c'est l'équipe de production, les ressources matérielles, humaines, financières et informationnelles, dont le détail se trouve, comme vous le voyez, sur la diapo. Il y a eu de la libération du temps de personnel. Il y a des acteurs de l'équipe de projet, qui sont des professeurs à l'université qui ont mis de leur temps, donc des ressources importantes pour pouvoir arriver à l'implantation de ce projet. Les activités, nous les avons séparées en 3. D'abord, planification et élaboration du programme de formation, implantation du projet pilote, puis déploiement à grande échelle. Pour dire que même la validation de ces activités nous a pris une autre, je pense, 2 autres séances de travail pour arriver à cela. Le modèle logique va être disponible, on pourra en parler après, mais je vais aller rapidement pour qu'on puisse parler de la question de la recherche évaluative et comment on y a répondu. Les extrants, donc les outcomes immédiats des activités, c'est le référentiel de compétences. Puis là, je ne suis pas du tout la bonne personne à vous dire où est-ce qu'on en est. Vous allez demander après à des gens qui sont dans la salle. Puis, donc, le programme de formation avec son contenu et un format. Donc, le format de cette formation qui devait être une formation interprofessionnelle, c'est-à-dire qui associe des apprenants d'au moins 2 professions, et même si un des contenus de la formation était sur la collaboration interprofessionnelle. Et juste cette partie, pouvoir bien le dire, contenu et format CIP, FIP, ça nous a pris, je pense, des discussions assez intenses pour... c'est un des défis de ce partenariat, parce que c'est la co-construction, et qui parle de co-construction, parle de flexibilité. Mais on a quand même un modèle logique, avec les résultats et les effets, résultats et effets, puis impact. Et puis les résultats immédiats, donc, c'est développement des compétences à la supervision, sensibilisation à la collaboration interprofessionnelle, un partenariat institutionnel. Puis à court terme, on espère avec ce projet avoir une uniformisation de la formation et une harmonisation de l'offre de soins qui, comme si vous vous rappelez, répond d'emblée aux 2 problèmes identifiés au début, d'où l'intérêt de cet exercice. À moyen terme, on espère en tout cas optimiser la supervision d'étudiants, puis optimiser l'intégration professionnelle des étudiants, puis les impacts dont je ne vais pas parler, mais c'est intéressant de les mettre parce que c'est des impacts hors cible, parce que quand que vous soyez chercheur ou décideur, lorsque vous faites votre modèle logique, entre guillemets, vous vous protégez, parce que si quelqu'un vient vous demander... par exemple, est-ce que le développement de votre programme a permis la stabilité de la stabilisation de la main-d'œuvre? On peut répondre, c'est un impact hors cible et il y a beaucoup encore de facteurs confondants et de variables intermédiaires avant qu'on arrive à ces impacts. D'où l'importance d'avoir un modèle logique assez... qu'on soit d'accord. Je pense que c'est une perte de temps au début, mais on est gagnant à la fin parce qu'on met le focus sur ce qu'on veut faire. Donc, le modèle logique final, ça ressemble à ça. Puis, c'est ça. Donc, la recherche évaluative, je vais juste poser la question de la recherche évaluative, si tu permets. Donc, la recherche évaluative, juste vous rappeler que c'est un projet, la recherche évaluative, on a dit, elle pose des questions. Puis, une des questions qu'on s'est posée en faisant le modèle logique, vous vous rappelez, quand on a parlé des outcomes, résultats ou effets, on a dit partenariat institutionnel, c'est-à-dire ce projet permet quand même à plusieurs institutions, organisations de travailler ensemble. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que dans la théorie organisationnelle, il y a plusieurs modèles de partenariat. Il y a le réseautage, il y a la collaboration, il y a la coordination, il y a l'intégration. Donc on a commencé par une analyse exploratoire dans notre contexte du Proforce, quel est le modèle de collaboration qui a existé au sein de ces organisations et qui a permis d'avoir quels résultats. Donc la question qu'on s'est posée, quels sont les mécanismes contextuels, institutionnels et individuels qui freinent ou facilitent la collaboration institutionnelle du projet Proforce? Vraiment une question pointue, mais à laquelle on a répondu, puis vous allez voir, je laisse Pierre parler. À l'approche réaliste. Pour répondre à cette question, donc, nous avons adopté une approche réaliste. L'approche réaliste qui est plus en vogue dans l'évaluation de programmes en santé et services sociaux, ce que ça dit, c'est que
l'approche réaliste veut comprendre, ou veut identifier c'est quoi les mécanismes qui permettent d'avoir des effets. Donc, ce qu'on veut, c'est, on ne veut pas savoir est-ce que ça a marché ou ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne pose pas de jugement, on ne met pas une sanction. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui a marché, pourquoi. C'est la clé de la transférabilité à d'autres domaines. Si par exemple, je viens dire la collaboration interinstitutionnelle / interorganisationnelle dans ce projet a permis d'avoir tel résultat parce que ça va me permettre, lorsque je viens à vous, au CIUS, ou lorsque je viens au CIUS par exemple, ou je viens au CERSPUL, de dire, si vous voulez mettre en place un projet pour développer une formation, voilà les conditions gagnantes ici. Puis vous, avec le résultat de cette recherche évaluative, vous allez pouvoir vous dire, ah ben, nous, dans notre contexte, peut-être que ça n'a pas marché de même parce que nous, on n'a pas des profs, je dis n'importe quoi, mais on n'a pas des... Enfin, le contexte n'est pas transférable. Mais c'est important de savoir que l'approche réaliste, pourquoi réaliste? Parce que c'est une évaluation en contexte réel. Puis parce que c'est toujours difficile, l'idéal, on peut se dire que c'est un essai randomisé, mais une telle intervention, on s'entend qu'on ne peut pas aller faire, il faudrait qu'on se mette dans le milieu. Donc c'est une approche qui est très très utile pour répondre à la question, encore une fois je le dis, pourquoi ça, non pas pour répondre à la question de pourquoi ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qui a marché et surtout comment. C'est vraiment le comment à cette question qu'on répond. Merci. Écoute, je vais continuer avec finalement la méthode de la recherche évaluative. Effectivement, c'est quand même un petit projet parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient impliqués dedans. Et ce qui fait que pour la collecte de données, il a fallu varier, j'allais dire, les plaisirs dans la mesure où le nombre de personnes impliquées, encore une fois, était en fait pas énorme et en même temps a baissé avec le temps. Et puis je vais revenir un petit peu sur le contexte aussi dans lequel ça s'est passé. C'est qu'on se retrouvait dans un contexte un petit peu difficile, vous connaissez, de réforme et particulièrement de l'encadrement dans les établissements de santé, ce qui fait que des gens qui faisaient partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la bulle comité directeur, ont finalement disparu un petit peu de la carte. Quelques-uns sont restés, mais malheureusement on devait faire 10 entrevues, puis finalement on en a fait 6, faute de pouvoir rencontrer ces gens-là qui avaient été finalement catapultés ou étaient partis à la retraite simplement, même si c'est pas si simple. Auprès donc, des membres de l'équipe de projet, donc des gens qui concrètement étaient autour de la table pour participer, pour formaliser cette collaboration interprofessionnelle, interdisciplinaire et interinstitutionnelle, j'insiste sur ces trois éléments-là, sur trois dimensions-là, et comme je vous le disais à l'instant, des membres du comité de direction intersectoriel qui effectivement avaient un petit peu, s'étaient un peu évanouis. Ensuite, dans la nature j'entends évidemment, des observations directes lors des différentes rencontres, que ce soit pendant les comités pléniers ou pendant les sous-groupes, pour observer de manière non participante les gens qui interagissaient entre eux et puis finalement quelles étaient, pouvaient être les dimensions ou les éléments qui étaient en présence entre les gens et quels étaient les facteurs, on va dire, qui permettaient la négociation ou le débat. Bon, okay. Parce qu'on s'entend qu'en arrière de cet élément, de cette réflexion aussi de recherche évaluative, en tout cas de cette démarche de recherche évaluative en collaboration, on a aussi, et puis on va y revenir tout à l'heure, certaines compétences en lien avec la collaboration interprofessionnelle, okay, de la CIP. Donc ces éléments-là, c'était des éléments qu'on essayait de voir, d'observer dans ces discussions-là. Okay. Puis c'est aussi évidemment des compétences qu'on a questionnées lors des différentes entrevues qu'on avait passées aux différentes personnes impliquées. Et évidemment, une analyse documentaire pour venir, j'allais dire, valider ou invalider certaines informations qu'on avait pu recueillir par ailleurs. On va passer tout de suite aux effets parce que finalement, dans ce qui est intéressant, et comme le disait tout à l'heure Joyce, ce qui est intéressant dans l'approche réaliste, c'est pas tant les effets que ça a finalement, même si c'est intéressant de savoir finalement quels effets ça a, savoir si c'est efficace ou pas efficace. Mais en même temps, dans l'évaluation réaliste, ce qui est beaucoup plus important, c'est le contexte dans lequel elle travaille et puis les mécanismes qu'on met en place, parce que l'évaluation réaliste fonctionne comme ça, vous l'avez vu dans la diapositive tout à l'heure, c'est que divisé en trois parties, contexte, mécanisme, effet, l'évaluation réaliste va être intéressante dans son caractère autoportant, comme le disait Joyce tout à l'heure, sur la question du contexte et la question de qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire dans ce contexte-là pour arriver à des effets, peu importe les effets, même si, encore une fois, les effets sont importants. Donc, pour présenter les effets tout de suite, et puis on s'attardera plus longuement sur le contexte et les mécanismes,
Donc, des résultats stratégiques et informationnels, si je puis dire, donc, qui ont eu pour objectif, qui ont pu pour conséquence, pardon, qui ont pour identité plutôt, de promouvoir la formation sur l'étape décisionnelle régionale et nationale, donc ça soit au niveau du RUIS ou au niveau même du ministériel, ok. Puis effectivement, ministériel, je ne vous cache pas qu'avec toute la réforme actuelle, ces tables nationales-là ont un peu changé de forme, ont un peu changé d'acteur, etc., etc. Donc il s'agissait, pour les gens qui faisaient partie encore de ce niveau stratégique-là, d'être en mesure de pouvoir se déplacer auprès de ces tables-là qui changeaient un petit peu. Ensuite, de promouvoir le programme de formation auprès des maisons d'enseignement et des établissements de santé et services sociaux du Québec. Donc, effectivement, de faire rayonner le projet, et au-delà de faire rayonner le projet, c'est aussi faire rayonner le leadership de l'établissement à l'époque, en tout cas, c'est Torres des Capitales, et quand je dis établissement, je veux dire aussi des partenaires des maisons d'enseignement, évidemment, hein, l'établissement étant plus général, le partenariat, donc en matière d'enseignement dans notre région, on va dire, notre caractère de leadership. Ensuite, sur une dimension plus, j'allais dire, tactique ou de mobilisation, c'était finalement la mobilisation régulière des partenaires dans la production de nouvelles connaissances et d'innovations, c'est-à-dire d'offrir un espace, une table sur laquelle différents acteurs qui sont beaucoup plus opérationnels, c'est-à-dire sur le terrain, de pouvoir se déplacer et de finalement participer à la construction ou au développement de nouvelles pratiques en enseignement, de nouvelles réflexions en lien avec les compétences à la supervision. Donc c'est de participer à cette innovation-là. De créer aussi effectivement une synergie partenariale institutionnelle et puis de la maintenir, c'est ça qui est habituellement le plus difficile, c'est pas tant, j'allais dire, d'intégrer certaines compétences ou habitudes, mais c'est aussi de les maintenir dans le temps, ok. Ça, je dirais, c'est un enjeu dans la collaboration interprofessionnelle, c'est cette question du suivi, cette question du maintien, qui revient, peu importe le contexte dans lequel vous vous trouvez. Et en fait, permet aussi le développement et le maintien d'un champ de recherche en CIP, parce qu'effectivement, comme disait Joyce tout à l'heure, en tant qu'institut, quand on a ce type de projet-là en lien avec les demandes ministérielles, ou en tout cas avec la logique ministérielle, il faut à tout le moins avoir une évaluation de programme ou une évaluation de projet, et si possible, peut-être une recherche évaluative qui va suivre pour être en mesure de documenter, de ne pas perdre ces informations-là, de ne pas perdre finalement la dynamique dans laquelle est inscrit le projet. Okay. Et puis sur un plan plus pédagogique ou opérationnel, ce projet-là a permis de répondre à des besoins des superviseurs ou permet de répondre à des besoins des superviseurs. Et puis là, à ce moment-là, effectivement, les deux personnes qui sont présentes ici seront en mesure de pouvoir nous répondre. Et des besoins administratifs ou institutionnels, c'est-à-dire de savoir d'harmoniser la supervision selon les établissements dans le partenariat entre l'établissement Vieille Capitale de l'époque, entre SIUS maintenant, et les différents acteurs de l'université. Et enfin, créer des besoins de collaboration au-delà des projets auprès des personnes qui sont passionnées. C'est-à-dire de créer des habitudes de collaboration et qui ne sont pas forcément, j'allais dire, délimitées à ce projet-là, mais aussi qui rayonnent ou qui sortent de ce projet-là. Je voulais juste ajouter qu'en fait, on a présenté la diapo des résultats en premier, parce que la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les mécanismes institutionnels qui permettent, donc qui freinent ou qui facilitent la collaboration interinstitutionnelle dans le cadre de ce projet. Et on présente les outcomes en premier pour vous dire, en fait, on se dit comment ça va marcher, mais avant de comment ça va marcher, quoi ça va marcher. Donc c'est ça, si vous voulez avoir, en fait, ça vient de l'analyse thématique qu'on a faite, des entrevues puis des observations. Si vous voulez si vous voulez promouvoir la formation sur des tables décisionnelles, donc ça c'est pour les outcomes qui sont liés donc à ce contexte. Donc c'est important. Puis après, maintenant, nous allons présenter le mécanisme, le contexte pour ceux qui sont intéressés. Donc, je trouvais ça intéressant. Oui, effectivement, oui, c'est une précision très importante. Je ne voulais pas dire effectivement que les effets n'étaient pas importants, mais en l'occurrence, on se concentrait plus sur les deux éléments. Donc, le contexte en lui-même, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, par rapport au questionnement qu'avaient les différents partenaires d'harmoniser une offre de formation à la supervision qui soit la plus générale ou la plus globale, en tout cas qui fasse ressortir les besoins de tous et chacun. Donc ça, on vous l'a déjà présenté, mais il y avait aussi un contexte plus, j'allais dire, plus politique ou plus politico-social, si je puis dire. C'était un contexte de réingénierie du réseau, donc la loi 10 qui modifie l'organisation et la gouvernance du réseau, et qui pousse de plus en plus les établissements à travailler en partenariat ensemble, effectivement. Alors là, en l'occurrence, on va encore plus loin avec ce projet-là, parce que c'est un partenariat intersectoriel ou interinstitutionnel, mais interinstitutionnel dans le sens intersectoriel, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le santé et services sociaux et de l'autre côté de l'enseignement, donc on sort des secteurs, et en même temps aussi la volonté de renforcer la place des GMF
donc dans une perspective interdisciplinaire, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité aussi, pour être en mesure de pouvoir avoir une offre de service qui soit la plus globale autour de la personne, parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure aussi un petit peu de manière liminaire, c'est que l'objectif final, c'est quand même de faire en sorte que les besoins des clients soient répondus de la manière la plus efficace ou performante possible. Donc, les attentes et besoins qu'il y avait à l'égard de l'équipe de production de la part du partenariat, c'était finalement d'avoir un accord de principe sur les objectifs et les moyens pour atteindre ces objectifs qu'il y avait finalement dans cette démarche-là, de mettre en place des groupes de travail qui soient thématiques, comme le disait Joyce tout à l'heure, pour être en mesure, j'allais dire, de saucissonner ou de sectionner, de diviser les différentes réalités ou différents besoins qui étaient en lien avec les différents partenaires, donc des sous-groupes de travail, ces groupes de travail qui font des propositions finalement au comité plénier par un retour, j'allais dire, une synthèse par la chargée de projet, et enfin effectivement de communiquer ces projets-là, ces réponses-là, je veux dire plutôt, ces réflexions-là, pour être en mesure de consulter les gens qui sont sur le comité plénier pour finalement valider, invalider, retravailler. Donc vous voyez, j'allais dire, le caractère proprement démocratique de cette situation-là, où il y a un processus de consultation, validation, invalidation, et finalement entériner les décisions qui sont prises par ces différents acteurs. On arrive au mécanisme, et puis je vous dirais, c'est ça qui a été très intéressant aussi, c'est d'être en mesure de pouvoir constater qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'autres mécanismes, mais on a pris les trois principaux qui, on va dire, relèvent justement du développement d'un programme de formation. Donc, pour répondre finalement, dire, mais les effets qu'on présentait tout à l'heure, qu'est-ce qui a permis de faire ces effets-là? Donc, on situe, on va dire, trois types de mécanismes principaux. C'est finalement le premier, pas finalement, mais le premier, en tout cas, c'est les mécanismes de développement d'une culture ou d'une structure de collaboration. Donc, cette structure de la collaboration, en fait, qui avait pour objectif une certaine innovation, et en même temps, comme je disais tout à l'heure, pour maintenir ces habitudes de travail entre finalement différents types de partenaires qui ne vivent pas du tout de la même réalité, puisqu'ils viennent de secteurs différents. Okay. L'un, c'est le ministère de la Santé, et puis l'autre, c'était, est-ce que je crois que c'est encore l'université, qui est encore avec l'éducation, c'est ça? Oui, comme ça a changé ces derniers mois, excusez-moi. Donc, par l'intermédiaire, on va dire, de trois éléments principaux. D'abord, c'était, comme le disait aussi Joyce tout à l'heure, c'était que les gestionnaires ont pris en compte, les gestionnaires du réseau et puis des facultés, ont pris en compte les besoins qui étaient en lien avec ce projet-là, par, on va dire, la mise en place de conditions de travail. Et ces conditions de travail-là présupposaient qu'il y ait des libérations de ces gestionnaires ou de ces acteurs-là, que ce soit aussi des professeurs, etc., qui étaient présents autour de la table. Donc, comme on l'a appelé, une sanctuarisation finalement du processus de création, c'est-à-dire de créer un espace protégé dans lequel on est capable d'innover, on est capable de créer ou de proposer de nouvelles idées, donc par la mise à disposition de libération, comme je vous disais tout à l'heure, du temps de travail, et en même temps donc une reconnaissance et un soutien fort de la part des directions concernant l'importance du projet. Un leader reconnu aussi par la crédibilité de la chargée de projet. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance ou du temps qu'elle a pris justement pour mettre à égalité les connaissances des différents partenaires qui étaient présents autour de la table, que ce soit au comité plénier, que ce soit en sous-groupe, d'être en mesure de faire en sorte que tout le monde soit au même niveau pour que tout le monde puisse débattre de la même manière finalement. Qu'il n'y ait pas de personnes qui sont un peu laissées de côté parce qu'ils s'y connaissent un petit peu moins et que finalement ils voudraient valoriser certains de leurs besoins ou certaines de leurs réalités, mais ils ne sont pas capables de le faire étant donné forcément qu'on ne part pas tous de la même situation. Donc la crédibilité de la chargée de projet est souvent et principalement au début passée par le soin qu'elle a pris justement d'asseoir sa légitimité en disant écoutez, on va tous se regarder et on va faire en sorte qu'on part tous du même pied. Ensuite aussi l'émergence petit à petit grâce à cette crédibilité-là, grâce à cette sanctuarisation-là, de réflexes de collaboration chez les personnes passionnées, puis j'insiste sur le terme passionné tout à l'heure parce qu'effectivement dans les entrevues, y compris d'ailleurs aussi dans les observations que j'ai pu faire, les gens qui étaient autour de la table y croyaient vraiment. Ils n'étaient pas là simplement parce qu'il fallait qu'ils remplissent une chaise, ils étaient là parce qu'ils y croyaient sincèrement, ils étaient habités par l'enseignement, ils étaient habités par cette volonté, non seulement effectivement de développer un programme de formation, mais pas simplement aussi de conserver des relations avec d'autres personnes, d'autres secteurs ou d'autres établissements. Parce que c'était aussi une dimension de leur motivation qui était là. Donc toujours penser que ce besoin finalement chez ces gens-là d'avoir un cadre structuré dans les comités pléniers et puis dans les sous-groupes, d'uniformiser,
d'uniformiser, excusez-moi, des méthodes de travail, mais pas aussi, et aussi en même temps, et ça c'était l'inquiétude de beaucoup au démarrage, et puis ça c'est mon expression, mais de faire tomber un peu, j'allais dire, les murs disciplinaires ou les barrières disciplinaires qui peuvent exister entre les différentes personnes. Parce qu'on parle d'intersectoriel, mais aussi on parle d'interprofessionnel, mais aussi d'interdisciplinaire. Faculté de médecine ne fonctionne pas la même chose que l'école de service social, par exemple. Leurs préoccupations ne sont pas les mêmes. Et puis, on sait très bien sur le plan clinique que ça peut poser pas mal d'enjeux, on va dire, en ce qui concerne, si je prends un exemple comme ça, les soins infirmiers, la collaboration entre les soins infirmiers et puis le travail social. Encore aujourd'hui, n'importe quel type de projet en collaboration interprofessionnelle qui s'intéresse justement à ce type de rapport-là va avoir, on va dire, un certain nombre de désaccords, de dysfonctionnements entre ces deux disciplines-là. Donc, en l'occurrence, on retrouve ici, à l'intérieur de ce projet-là, une préoccupation de la part de la chargée de projet, mais aussi de la part des gens qui sont autour de la table, de se dire, oh, écoutez, on sait qu'on ne vient pas de la même discipline, mais entendons-nous pour travailler ensemble. Et puis, effectivement, ça a fonctionné grâce à cette mise à niveau-là, notamment, pas seulement. Et donc là, je le présente ici, là, ça a permis, pas forcément, on ne sait pas si ça a renforcé ou si ça a permis de développer, oui, excusez-moi, il faut que je me dépêche, oui, il faut vraiment que je me dépêche. C'est ça, donc des différentes compétences, le leadership collaboratif et la communication interprofessionnelle particulièrement. Il y a des mécanismes aussi de collaboration qui sont liés à la compétence et à l'expertise de chacun des participants, qui, par exemple, en fait, permettaient aux acteurs présents, finalement, de faire part de leur expérience, justement, je veux dire professionnelle, disciplinaire, et en même temps, dans un processus d'échange de connaissances. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'importance de mettre tous les gens à niveau. Donc ça, ces compétences-là, on les retrouve dans le travail d'équipe, dans la clarification et la compréhension des rôles et leurs responsabilités, et dans la communication interprofessionnelle. Ensuite, et pour finir, dans la relation de développement d'une cohésion et de lien interpersonnel qui produit donc un sentiment d'appartenance pour ces gens-là, qui était quelque chose de très important aussi pour dépasser le projet et puis continuer, maintenir cette habitude de travail en collaboration en dehors de ce projet-là. Donc, grâce à des intérêts communs, grâce à des liens professionnels ou interprofessionnels qui se sont maintenus, d'une ouverture intellectuelle de chacun des acteurs, et puis d'un désir, j'allais dire, d'un produit collectif aussi, parce que ça aussi, c'est valorisant, et c'est en même temps une manière de reconnaître le travail de chacun. Donc, et qui a permis effectivement de développer, on estime en tout cas, du leadership collaboratif, une capacité à résoudre des conflits interpersonnels, mais je le verrai dans le sens inverse, c'est-à-dire d'être en mesure de se dire voilà comment on est capable de travailler pour justement ne pas vivre de conflits interpersonnels, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en arriver là heureusement, pour être en mesure de collaborer, mais au contraire donc d'aplanir et puis d'être plus en accord, et enfin la communication interprofessionnelle. Oui. Donc là, je vais juste partager avec vous, rappeler les objectifs au début. Donc ça finit la présentation de notre recherche évaluative. C'est quoi les mécanismes? Puis donc là, c'est quoi que nous avons appris? Quelles sont les leçons et les défis que nous avons eus là? Donc dans ce partenariat chercheurs-décideurs. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, et qui parlent de diversité d'acteurs, parlent de diversité de logique. Et la logique des chercheurs, entre autres, étant la rigueur méthodologique, la publication, les indicateurs de performance sont là, puis attendent. Et puis la logique des gestionnaires, c'est l'obligation des résultats, puis le délai des livrables. Okay? Et donc, il y a eu forcément des compromis, et il y a eu donc la réconciliation des logiques qui est passée par l'adoption d'une méthodologie de recherche qui est plus participative. Sans cela, on n'aurait pas pu, je veux dire, parce que je donne juste un exemple. L'analyse des besoins au départ, c'était entendu qu'on ne ferait pas d'analyse des besoins parce qu'il y avait déjà une analyse des besoins qui a été faite. Donc, avec la recherche, si on l'a pas, c'est qu'on part déjà perdant à la phase d'évaluation. Donc, il y a eu une validation de l'analyse des besoins, mais on l'a mis comme un projet de recherche évaluative. Et que donc, il y a eu réconciliation des logiques. Et je salue la flexibilité de part et d'autre qui a permis donc, de faire ces compromis. Deuxième défi, c'est la formation nécessaire. Par exemple, rien que pour le modèle logique, puis ça, c'est normal, rien que pour le modèle logique, 3 séances, mais ça permet à chacun de se demander qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et est-ce vraiment ce qu'il faut faire. Puis pour le chercheur ou les évaluateurs, c'est ce qui protège, c'est avec ça, c'est la carte, là, voilà ce qu'on veut faire, puis évaluer nous dessus, là, c'est ça. Le défi majeur qu'on n'a pas géré, c'est les ressources. Parce que là, oui, c'est sûr qu'on a essayé de répondre à une petite question de recherche évaluative. Il y en a d'autres qui sont très intéressantes pour les gestionnaires, mais qui parlent il faut des ressources. Donc ça
c'est à voir parce qu'il faut des ressources qui sont dédiées, qui sont planifiées, il faudrait collaborer pour aller les chercher. Puis un défi majeur, c'était le changement dans l'environnement en ce moment, qui a fait tomber tout le comité intersectoriel. Donc déjà, nous, on avait prévu des entrevues avec eux, ça s'est pas fait. Mais s'il y a des messages clés que moi je veux donner, puis les leçons apprises, c'est que depuis que je navigue sur les routes de Montréal, il y a des cônes oranges partout et il faut apprendre à être flexible et à s'adapter. Puis il faut co-construire dans une perspective interdisciplinaire et intersectorialité. Ça a été mon expérience, puis ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Merci.